Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Paix et Guerre pour un premier entretien de la rentrée, premier entretien géopolitiquement incorrect, qui sera peut-être un peu différent de ceux que vous avez pu regarder jusqu'à présent sur notre chaîne, car nous allons aborder des points rarement évoqués, à vrai dire, s'agissant du conflit en Ukraine. J'ai le grand plaisir, en effet, aujourd'hui d'accueillir Benoît Paré, qui est venu jusqu'ici pour nous parler, non pas de son livre qui vient de sortir, qui est tout à fait passionnant, que vous avez ici, qui s'appelle « Ce que j'ai vu en Ukraine », mais à propos, bien sûr, parce qu'il en a déjà parlé dans un certain nombre de grands entretiens, donc on ne va pas faire de redites. Il en a parlé chez Omerta, il en a parlé chez TVL, il en a parlé au Courrier des Stratèges, au Cercle Aristote, bref. Et puis même dans des médias étrangers intéressants et importants, chez Glenn Diesen, chez Pascal Lotas, enfin bon, des endroits où on entend des gens raconter des choses très importantes et très intéressantes, sur ce conflit notamment, comme sur d'autres. Mais on va aborder des points qui, précisément, qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder dans des entretiens généraux de présentation du contenu d'un livre. Pourquoi ça va être très intéressant? J'en suis déjà certaine. Eh bien, c'est parce que Benoît Paré est un être un peu hors du commun. Ça ne veut pas dire que mes autres invités ne sont pas originaux aussi et importants. Mais néanmoins, voilà, on peut dire que vous avez eu un parcours étonnant et on peut dire que, en fait, votre service militaire a changé votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous destiniez peut-être à autre chose, à un autre domaine, mais vous avez eu la chance, finalement, grâce à ce service, d'être engagé assez vite, d'abord auprès de la FARD, la Force d'Action Rapide française, dans les Balkans, puis comme observateur post-accord de Dayton, c'est-à-dire à partir de 1996, en fait, toujours en Bosnie-Herzégovine, auprès de l'OSCE, donc... Et vous allez nous expliquer ce qu'est l'OSCE, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est une organisation très intéressante, très importante, au moins autant par ce qu'elle fait que par les gens qu'elle recrute. Voilà, il y a une grande diversité de profils. Donc, on va parler de ça. Après, vous êtes resté en fait dans cet univers parce que ça vous a passionné, on va dire, au-delà de l'observation électorale, parce que moi aussi, j'ai rencontré un certain nombre d'observateurs électoraux de l'OSCE quand je travaillais dans les Balkans ou à propos des Balkans. Mais voilà, c'est des postes d'observation assez hors du commun. Et après, vous avez fait d'autres OPEX, en Afghanistan notamment, un certain nombre, je crois, 3 ou 4, pour l'OSCE, pour l'Union européenne aussi. Puis, vous vous êtes dit à un moment donné, puis il y a eu ce conflit qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie. Et là, il est devenu important pour vous de transmettre quand même ce que vous aviez vu entre 2015 et 2022, donc à l'amont du conflit ouvert, dans ces postes-là d'observateurs. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous en êtes, en fait, vous êtes en train de préparer la suite de cet ouvrage. C'est-à-dire plutôt 2022-2024, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Vous avez aussi collaboré avec François. Bref, vous avez des activités maintenant dans la poursuite, dans la ligne un peu de tout ce que vous avez pu apprendre et comprendre et faire dans ces postes. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de points, plutôt que de parler juste du conflit en Ukraine, de son évolution, même si on pourra peut-être l'aborder un peu à la fin, si on a le temps. Mais d'abord, je voudrais que vous racontiez ce que c'est un peu que l'OSCE. Parce que je pense que ça n'est pas forcément du domaine de la connaissance générale. Et c'est pourtant une organisation importante. L'OSCE hier, l'OSCE aujourd'hui. Et à propos de l'OSCE, en fait, parce que c'est une organisation qui regroupe énormément de pays, et donc c'est évidemment, quand on travaille là, on observe le comportement aussi des ressortissants d'autres États, qui ont divers mandats, et qui recrutent des gens de divers profils pour exécuter ces mandats. Donc voilà, je voudrais en premier point que vous me parliez de cela, que vous nous parliez de cela, à tous. Oui, merci pour cette introduction. En effet, donc l'OSCE, ça correspond à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à ne pas confondre avec l'OCDE, qui a vocation économique. Oui.
Et l'OSCE, donc, au départ, s'appelait la CSCE, c'était la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui fut créée en 1975 à Helsinki. Et à l'origine, donc la CSCE regroupait tous les pays du bloc occidental, on va dire, tous les pays de l'OTAN notamment, et de l'autre côté, tous les pays du bloc de l'Est, c'est-à-dire le pacte de Varsovie et l'URSS. Donc c'était un format finalement aussi de relation. Oui, c'était un format de dialogue et de discussion entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, dont le but était en fait d'essayer d'éviter un risque de Troisième Guerre mondiale. Voilà. Puisqu'on était en pleine guerre froide à ce moment-là, mais avec une volonté de détente. Vous savez, c'était après les années Kissinger. Donc voilà, on était dans l'idée, on est au bord du gouffre. Enfin, il y avait la crise des missiles de Cuba quelques années avant, et donc l'idée c'était d'essayer de trouver des mécanismes qui pouvaient permettre de prévenir un éventuel conflit entre les deux blocs. Ensuite, à la chute de l'URSS, en fait, la CSCE est devenue OSCE. Mais c'était un peu une coquille vide, puisque il n'y avait plus de l'URSS, il n'y avait plus de grand ennemi, etc. Ensuite, il y a eu la guerre civile en Bosnie, qui a en fait un peu rebattu les cartes. À l'époque, les Nations Unies étaient très impliquées dans la guerre civile en Bosnie, mais in fine, les Nations Unies se sont un peu décrédibilisées en fait dans ce conflit, se sont enlisées, et au sortir de la guerre, dans la foulée des accords de Dayton. De novembre 1995. Je 95. rappelle ça pour avoir des jalons. Signé à Paris le 14 décembre. Absolument. Le jour où le général Morion a pris sa retraite d'ailleurs. C'était le chef de la phare, donc premier grand chef militaire, que j'ai pu côtoyer. Donc, dans la foulée, les grandes puissances ont discuté des mesures à prendre pour encadrer les accords de Dayton sur le terrain. Et il a été décidé à ce moment-là d'utiliser l'OSCE pour organiser les premières élections post-Dayton en Bosnie. Et c'était la première fois que l'OSCE était utilisé pour une mission de terrain dans un contexte de pacification, en fait. Donc c'était la première grosse mission. Post-conflit, quoi. Voilà, première grosse mission de l'OSCE. Alors je dis pacification, c'est vrai que à ce moment-là, la guerre était terminée, mais terminée dans les faits, mais pas dans les têtes. Ça, je peux en témoigner maintes et maintes fois. C'était très tendu quand même, malgré tout. Encore en 1996 en Bosnie-Herzégovine. Et donc, l'OSCE a été utilisé pour organiser les premières élections, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de travailler pour eux, et donc ensuite d'enchaîner dans un système de missions à l'étranger, entre les missions militaires et les missions civiles. Et il se trouve que cette première mission de l'OSCE était très intéressante à plusieurs titres, parce qu'elle était extrêmement dominée par les Américains. Le poste de chef de mission était un Américain, son assistant exécutif évidemment américain, le chef du département d'élection qui était primordial, une Américaine, le chef de la sécurité de l'OSCE était une autre Américaine, et dans le département élection, on trouvait à tous les postes clés de sous-département des Américains. Ou des Britanniques? Et quelques Britanniques et quelques Canadiens. En bref, c'est un milieu totalement anglo-saxon. Et moi, j'étais petit français là-dedans, un peu comme, comment dire, un être totalement isolé au milieu des anglo-saxons qui avaient tendance à se moquer d'ailleurs. Moi, j'étais tout jeune à l'époque, donc je découvrais un peu la vie, je découvrais le milieu des organisations internationales. Et je passe les détails, mais c'était très, très intéressant et très enrichissant de découvrir ce monde-là, de voir comment il fonctionnait. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai côtoyés à ce moment-là, on les retrouve ensuite dans la nébuleuse USAID. Toutes les ONG qui grenouillent dans ce qu'on appelle la démocratisation, et ce qui est en fait le développement de la démocratie à l'américaine dans le monde entier, mais démocratie à l'américaine qui veut dire installer des gouvernements favorables aux intérêts des États-Unis dans tous les pays que les États-Unis jugent importants pour eux. Voilà. Cette nébuleuse est là pour ça. Et donc j'ai eu la chance de voir ça de l'intérieur dès le début assez rapidement. Et donc, de fil en aiguille, tout ça nous amène à la mission de l'OSCE en Ukraine. Alors, la mission de l'OSCE en Ukraine est un peu différente de celle que j'ai connue en Bosnie-Herzégovine. Elle n'était pas structurée de la même façon,
les missions de l'ESE, en fait, étaient structurées de manière un peu ad hoc, Oui. en fonction des besoins du terrain Et des besoins des États qui envoyaient voilà, les gens. et de l'influence des différents Bien États sûr, membres. bien sûr. Donc, à chaque fois, il y avait une espèce de marchandage entre les grandes puissances pour savoir, qu'est-ce qu'on mettait en place, avec quel mandat. Et après, il y a des questions de personnes. Et ce que je savais déjà à l'époque de la mission de l'ESE en Bosnie-Herzégovine, c'est que les postes clés, en fait, sont partagés entre les différentes nations. Bien sûr. C'est des accords. Et donc, par exemple, à un moment donné, je travaillais en Bosnie, dans le centre régional de Tuzla, qui est le nord de la Bosnie. Il était agréé que ce poste revenait toujours en italien. Et un jour, il y avait eu un chef italien qui était très problématique. L'OSCE avait envisagé de le remplacer. Et ça avait déclenché une levée de bouclier à l'époque du gouvernement italien. Oui, oui, bien sûr. sûr. Hors de question qu'on remplace sa personne, même si ce ressortissant était problématique. Voilà. Donc il y avait quand même un jeu assez subtil d'équilibre entre les nations. Et puis, donc, cette mission en Ukraine arrive. Et là, contrairement à la mission en Bosnie, en fait, on voit que les Américains n'occupaient pas les postes clés. C'était peut-être trop voyant. Aussi, en 1996, quand la mission de l'OSCE en Bosnie s'est formée, les Russes étaient quasiment aphones. Ils étaient à l'époque très fragilisés. Ah oui, et pour le peu qu'il y avait, enfin, ils étaient dominés par les Américains. Comme vous le savez, Yeltsin était un peu téléguidé par les Américains à l'époque. Donc, les Américains pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu, à l'époque, en fait, avoir tous les postes clés. Par contre, 2014, c'est pas la même chose. On est dans la Russie de Poutine. Et la Russie de Poutine, est à ce moment-là un pays qui pesait un peu plus sur la scène internationale, notamment en Ukraine. Et donc, aucun poste important n'a été remis à un Américain. Le poste de chef de mission avait été remis à un Turc. Donc la Turquie, membre de l'OTAN, mais en même temps aussi un petit peu à part. Ça permettait aussi bien aux Russes qu'aux Américains de ne pas se sentir trop menacés par le chef de mission. Voilà. C'est un compromis. D'ailleurs, quand le chef de mission est parti, il a été remplacé encore par un Turc. Voilà, c'est la même tradition. Et en proportion, il y avait quoi alors, c'était pas d'Américains, mais c'était plutôt des Britanniques. C'était quoi? Alors, déjà, il y avait une règle au sein de la mission, c'était qu'aucune nation ne pouvait avoir plus de 10% des postes. D'accord. Voilà, donc il y avait une limite supérieure. Cela dit, certaines nations ont atteint en fait leur pourcentage de 10%. Alors de mémoire, je vous dis ça de merde, alors ça pouvait fluctuer parce qu'il y avait des gens qui allaient, qui venaient, mais les Américains comme les Britanniques étaient malgré tout proches des 10%. La France en était loin, pour diverses raisons. Mais ce qui fait qu'il y avait quand même beaucoup d'Américains sur le terrain. Mais encore une fois, pas à Kiev. À Kiev, il y avait assez peu d'Américains. En fait. À un moment donné, on a eu la directrice des opérations qui était une Américaine, mais ce n'était pas un poste si influent que ça, en fait. Le poste le plus important dans la mission de l'OSCE en Ukraine, c'était le poste de numéro 2, en fait. Comme souvent. Comme souvent. Comme souvent. Moi, je me souviens, dans les Balkans, c'est la même chose. Hein. Et notamment au bureau du haut représentant. Enfin, c'était souvent, ou même les généraux en second, enfin, qui dirigeaient les opérations. Le numéro 2, en fait, dirige. Oui. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le numéro 1, en général, est là pour une fonction de représentation. Le DICAFOR, par exemple. Le numéro 1 est là pour une fonction de représentation. Et en fait, il s'occupe essentiellement des rapports extérieurs, des relations avec l'extérieur. Alors que le numéro 2, il s'occupe de la gestion intérieure. Donc c'est lui qui est important en fait. Bah oui, tout à fait. Ce que les Français ne comprennent pas toujours. Exactement. Moi, dans l'affectation des postes. Nous, on se bat pour être les premiers, pour être visibles. Mais... C'est ce que j'ai constaté dans toutes mes missions, c'est que les Français en général aiment bien se battre pour les postes de chef qui sont prestigieux, sauf que ce n'est pas forcément les plus intéressants, ni les plus influents. Oui, les plus décisifs. En revanche, les Britanniques ont très bien compris l'intérêt d'être numéro 2. C'est-à-dire que là, vous vous occupez des vrais problèmes et vous n'êtes pas sous la lumière. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors au tout début, le poste de numéro 2 de la mission était occupé par un Suisse. Pareil, c'était une nation qui était considérée comme encore neutre à ce moment-là. Et donc un Suisse, tout le monde pouvait l'accepter. Honnêtement, le Suisse qui occupait le poste,
il avait quelques défauts, il était un petit peu biaisé, mais je pense que d'une manière globale, il a plutôt bien rempli ses fonctions. J'ai souvent eu affaire à lui pour divers problèmes, dont en fait certains, j'ai narré les problèmes auxquels j'étais confronté avec lui dans des parties du livre qui n'ont pas été publiées, mais qui seront probablement l'objet d'un troisième livre que je ferai sur le fonctionnement de l'OSCE en fait. Et ensuite, il a été remplacé par un Britannique. Et là, il y a une dynamique qui a changé. Alexander Haig était finalement quelqu'un de très ouvert, très abordable. On pouvait l'aborder très facilement. Et il nous rendait compte, à tous les membres de l'OSCE, de l'état des discussions à Minsk. Donc, parce que régulièrement, en fait, il allait à Minsk, négocier avec les représentants du gouvernement ukrainien, les représentants séparatistes, les représentants russes. Aussi, il y avait de temps en temps les représentants français et allemands. Mais bon, dans les groupes de travail, on était essentiellement entre gens de l'OSCE et ensuite les belligérants. Et à chaque grand round de négociations à Minsk, il écrivait un rapport sur les grandes lignes des discussions. Alors, sans forcément tout dire, je pense qu'il y a des choses qu'il gardait pour lui, mais il nous permettait à tous les observateurs du terrain d'être au courant de ce qui était discuté au-dessus de nous. Donc c'était très intéressant pour contextualiser un peu l'ensemble de nos tâches sur le terrain. Par contre, une fois que l'anglais est arrivé, ça, je n'ai plus vu ce genre d'infos. On a changé de politique. Et après, comme souvent avec les Anglais, de mon expérience, en fait, il y avait une rétention d'informations. Des réunions, on ne savait jamais ce qui se disait, et puis de toute façon, on n'avait pas à en savoir. Etc. Alors, est-ce qu'il s'agissait de marginaliser l'OSCE ou de mener à l'intérieur et via l'OSCE et via les gens qu'on pouvait avoir placés aux bons endroits et aux bons postes une politique différente s'agissant du conflit qui déjà montait en puissance, même si c'était encore sous le radar officiellement. Mais enfin, les armées ukrainiennes étaient en train d'être formées. Enfin voilà, la marche à la guerre, en fait, la marche au choc se faisait. Ou bien est-ce que c'était parce qu'en fait, il parlait d'autre chose et voilà, l'OSCE allait bientôt ne plus servir à rien. Je vais vous donner un exemple de 2018. En 2018, je découvre par hasard qu'à l'est de Mariupol, les Ukrainiens avaient lancé une offensive depuis plusieurs semaines. On avait constaté une recrudescence des violations de cessez-le-feu, mais on n'arrivait pas à l'époque à attribuer la responsabilité. Et il se trouve qu'en observant des photos aériennes prises par nos drones, que j'avais moi-même commandé d'ailleurs, mais c'était des photos pour évaluer les dégâts dans un village frontalier si je puis dire, sur la ligne de contact, qui était un village tenu par les séparatistes, qui se faisait régulièrement bombarder. Et je souhaitais en fait étudier l'évolution des bombardements en demandant des survols de ce village réguliers, tous les 15 jours. Et donc ça m'avait été accordé, et comme ça, je pouvais voir dans quelle proportion en fait le village avait souffert. Et c'est en observant ces photos que je m'étais aperçu qu'il y avait une tranchée express qui avait été creusée par l'armée ukrainienne vers le village jusqu'à distance de tir de 150 mètres. Alors qu'on était à ce moment-là dans une optique de cessez-le-feu, encore une fois, où on n'était pas censé creuser les tranchées offensives. Parce qu'il faut savoir que, d'après nos données précédentes, les lignes ukrainiennes étaient à 1 km plus loin. Et là, on découvre en fait qu'ils avaient fait un bond d'1 kilomètre en avant dans la zone grise. Et là, on comprend à ce moment-là pourquoi il y a tant de violations du cessez-le-feu et pourquoi il y a tant de victimes civiles dans ce village. Il est évident que les Ukrainiens sont à la manœuvre. En plus, on avait d'autres informations de la part des groupuscules nationalistes ukrainiens qui nous disaient qu'ils étaient bien occupés sur le front. Ok, je fais un dossier là-dessus. Mon chef de base, à l'époque, c'était un Anglais, donc ils n'étaient pas tous de mèche. Le chef de base de Mariupol était à l'époque un Anglais. Il me dit, écoute, c'est une information importante, il faut l'envoyer à l'époque à Alexander Haig, qui était le numéro 2, le fameux numéro 2. Il ne dit pas l'envoyer au chef de mission, parce qu'on savait que ça ne servait à rien. L'important, c'est le numéro 2. Donc, il dit, donc j'écris le rapport, je le rédige, et je l'envoie, mais par la voie hiérarchique. La voie hiérarchique passait par Donetsk. Pour nous, Donetsk, c'était l'échelon régional. Et à Donetsk, à ce moment-là, il y avait un autre Anglais
qui était normalement, il était chef adjoint de la base régionale de Donetsk, sauf qu'à ce moment-là, la chef était absente, donc c'était lui qui était en charge. Et le dossier lui est envoyé, parce qu'avant de l'envoyer au siège, ça doit passer par lui. Et il a été classé vertical. Il a été classé verticalement, évidemment. Aucune nouvelle. Alors, ce qui est drôle, c'est que je sais par mon chef anglais qu'il en a discuté au téléphone avec le chef qui était au-dessus de lui, aussi anglais, et que d'après mon chef direct anglais, il m'a dit le dossier est très intéressant pour 3 raisons, pour telle raison, telle raison, telle raison, qui sont des nouveautés. Et c'est ça qui donne de la valeur au rapport. Très bien, sauf qu'il ne l'envoie pas. Et puis ensuite, je fais agir mes différents contacts à droite à gauche, dont un Français qui travaillait au siège auprès d'Alexander Hug, et je lui demande est-ce que vous avez reçu un rapport. Et il me dit non. Alors j'explique de quoi il s'agit. Ben, écoute, non, on n'a pas reçu. Un grand classique. Alors je demande ensuite à des collègues à Donetsk, qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez parler au directeur par intérim, en britannique en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai une collègue qui le confronte dans un couloir, il dit excusez-moi, mais qu'avez-vous fait? Avez-vous reçu ce rapport et qu'en avez-vous fait? Et il fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle. Oui. Mais quel rapport? Un rapport. Et puis après il lui explique ah oui, tel rapport, mais ah oui, mais non, il n'y avait rien d'intéressant dedans. Donc non, c'est pas la peine d'envoyer au siège, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Bon. Il contredit complètement ce qu'on m'avait dit. C'est une très bonne illustration. Et voilà le genre d'obstacle auquel on pouvait faire face. Vous voyez? Très bien. Comment, avec des gens placés au bon endroit, vous pouvez bloquer des informations compromettantes pour l'Ukraine? Absolument. Alors, ce qui m'a d'autant plus déçu, moi, c'est le jour où j'ai rendu compte exactement de cette anecdote à l'ambassade de France, en m'attendant à ce que les diplomates soient choqués. La personne, je ne vais pas citer le nom, la personne qui à ce moment-là présidait la réunion m'a dit oui, bah, écoutez, c'est normal, il défend les intérêts de son pays. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et bon, je suis tombé de haut, je dois dire. Ça veut dire que les intérêts de la couronne britannique... Ça veut dire que c'est normal, quand on travaille pour une organisation internationale dont le mandat spécifique, on doit être neutre, c'est normal de défendre les intérêts de son pays. Ce n'était pas la compréhension que j'avais du mandat d'un observateur de l'OSCE, si vous voulez. Donc, et j'étais très déçu de savoir qu'un diplomate français avait ce discours. Alors, ça ne veut pas dire que tous étaient d'accord, mais au moins un diplomate a eu ce discours. Donc ça m'a beaucoup déçu à l'époque. Voilà. Bien. Bien. Bon, voilà, donc là on est entré en matière, je pense, avec cette première question. Alors on va aborder un autre sujet qui est évidemment très très important, qui est celui des médias, de la vérité médiatique, de la manière dont elle est imposée, dont elle est déformée, dont elle tolère ou pas, j'allais dire, la contre-information, le réel, en fait. Et j'aimerais que vous me parliez un peu, des persécutions, le terme est peut-être un peu lourd, mais en tout cas des formes de pression diverses qui peuvent exister au plan médiatique, sur les gens qui essaient finalement de faire affleurer un peu la réalité d'un conflit. Une fois que les narratifs officiels ont été décidés, construits, mis en œuvre, et qu'on est parti, j'allais dire, dans de grandes lignes qu'il faut suivre après, et où on a beaucoup de mal finalement à démentir ou à prendre un autre virage, ou à juste dire non, en fait, c'est pas ça, on s'est trompé. Voilà. Comment ça se passe, et comment ça se passe pour ceux qui essaient de contrer ça? Alors, et quand ils sont sur le terrain, parce que moi ça je l'ai vu aussi dans les Balkans, beaucoup, c'est-à-dire c'est impossible d'altérer, de contourner ou même de détruire ou de contredire tout simplement, j'allais dire des lignes éditoriales, et derrière les lignes éditoriales il y a bien sûr des lignes politiques, parce que les médias ne tombent pas non plus du ciel. Voilà. Alors si vous voulez, on peut voir ça sous 2 angles différents. Il y a d'abord l'angle des journalistes locaux, les journalistes ukrainiens en l'occurrence, et l'angle des journalistes internationaux. C'est pas la même problématique, on va dire. Alors. Moi, ce dont j'ai été directement témoin, c'est du traitement des... alors pas forcément des, j'ai pas vu tous les journalistes, mais 2 journalistes ukrainiens que j'ai pu interviewer en tête-à-tête, et qui m'ont fait part de soit des pressions,
soit pour d'autres, on peut parler de persécutions qu'ils ont subies à l'époque, soit par les bataillons de volontaires ukrainiens, soit les bataillons de volontaires ukrainiens, oui. c'est-à-dire Azov, ouais. mais pas que. Vous avez aussi Dnipro 1, qui est un autre bataillon. Vous avez le bataillon Donbass, vous aviez le bataillon Haïdar, enfin il y a tout un tas de bataillons de volontaires ultranationalistes qui ont commis beaucoup de crimes en 2014-2015, des crimes violents. Il y a aussi le bataillon Tornado, qui était l'un des pires. Et d'ailleurs, il était tellement violent, ce bataillon, que tous les membres ont été arrêtés par le gouvernement ukrainien lui-même. Ah oui. Tellement ça allait loin. Ah oui. Et que les meneurs de ce bataillon ont tous été jugés à plusieurs années de prison. Bon, malheureusement, on a libéré certains membres en 2022 pour aller faire la guerre contre les Russes. Vous voyez, on a oublié leurs crimes à ce moment-là. Alors, quand je parle de crimes, c'était des choses affreuses. C'était des kidnappings, tortures, meurtres. Sauf que les meurtres n'ont pas été prouvés au tribunal, mais ils ont été condamnés pour tout le reste. Bref, et revenons aux journalistes. Les journalistes, alors je peux même donner des chiffres. J'ai rencontré 3 journalistes ukrainiens qui m'ont dit qu'ils avaient été kidnappés et torturés. 3. Et que sur les 3, il y en a 2 qui ont continué à travailler, mais sous pression, sachant qu'ils devaient faire très attention à ce qu'ils pouvaient écrire ou à ce dont ils devaient rendre compte, parce qu'ils se savaient sous surveillance. D'autres ont été convoqués par le SBU, et le SBU leur a dit, ben voilà, vous arrêtez de travailler en tant que journaliste, ou on vous met en prison pour 8 ans. Bon, ils ont arrêté de travailler en tant que journaliste. Voilà. Là-dessus, j'ai 2 exemples, 2 personnes différentes qui m'ont dit la même chose. C'était en plus la même peine de prison. Voilà, ils avaient tous les arguments juridiques pour. Ils avaient un package. Donc, 3 torturés, 2 qui ont été intimidés par le SBU. Il y avait un 6e journaliste qui, lui, était un rédacteur en chef, un journal local qui était resté en place. Et quand j'ai posé des questions sur la liberté d'expression en Ukraine, il m'a dit, bah, écoutez, c'est très simple. Quand vous voyez qu'à Kiev, vous avez un journal majeur ou une chaîne de télévision qui se fait bombarder en plein jour, incendier en plein jour, et que la police ne bouge pas, c'est un message envoyé à tout le monde. Bien sûr. Donc, et lui me dit que bah, dans le journal de cette personne, en fait, on ne rendait compte de la guerre qu'à minima, à strict minima, et de manière la plus factuelle possible. Il disait, plus on peut s'éloigner du sujet, plus on préfère, parce que sinon, pardon d'utiliser l'expression, c'est un nid à emmerde. Et voilà, donc tous les journalistes, en fait, étaient sous pression. Est-ce qu'à votre avis, ils le sont encore aujourd'hui? Très certainement. J'ai d'ailleurs, enfin, je suis toujours en contact avec des gens qui étaient en Ukraine. Un des contacts que j'ai eu sur place, c'était le maire d'une petite ville dans le Donbass. À l'époque, il était maire. Ensuite, il a été arrêté, accusé dans une affaire assez compliquée, condamné, alors qu'il était évident qu'il avait subi un chantage du SBU, qui était prouvé au tribunal. J'en parle dans le livre. Moi, mon interprète de l'époque, qui était très pro-ukrainienne, me disait « mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas le condamner après ça ». Et il a quand même été condamné à 8 ans de prison. C'est l'Ukraine. Voilà. L'état de droit en Ukraine, notamment en Donbass, c'est une farce. J'ai écrit des dizaines de pages là-dessus dans mon livre, les gens veulent des exemples concrets. C'est une farce. Bon. Et donc, pour revenir aux journalistes, cette personne ensuite, quand il a finalement été libéré, c'est un des très rares qui a pu être libéré, sauf qu'il est toujours aujourd'hui menacé par le gouvernement ukrainien qui a relancé en fait un procès contre lui. Donc il ne va jamais s'en sortir en fait. On n'échappe pas aux griffes de la justice ukrainienne une fois qu'elle est après vous. Et aujourd'hui il est exilé à l'étranger, cette personne. Et il m'a dit, en fait, quand j'ai pu sortir de prison, sur la base de mon expérience, je suis devenu journaliste spécialisé en droits de l'homme. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait des collègues journalistes dans le Donbass, côté occupé par, enfin occupé, tenu par l'Ukraine. Et un de ses collaborateurs, qui travaillait sur des dossiers sensibles, a disparu dès les premiers jours de l'offensive russe, sauf qu'il a disparu en zone ukrainienne, à Bakhmout.
À ce moment-là, il était basé à Barbacourt. D'accord. Et là, il s'est dit, c'est un signal, je suis le prochain journaliste. En plus, il savait que de par son passé, je veux dire, Donc il est parti. Voilà, dès qu'il a pu, il a quitté le pays. Et donc, alors évidemment, est-ce que vous avez entendu parler de ce journaliste qui a disparu? Non, personne n'a entendu parler de ce journaliste qui a disparu. Donc combien d'autres journalistes en Ukraine ont disparu? Vous voyez, à cette époque-là. Et ça, c'est les Ukrainiens, parce que moi, je me souviens des journalistes étrangers. Je me souviens de Gonzalo Lira. Et alors, Gonzalo Lira, que je suivais sur YouTube, aussi, je le suivais aussi sur X, qui a... Alors c'est intéressant parce que l'expérience de la prison que raconte Gonzalo Lira se rapproche de l'expérience de la prison du maire dont je parle. D'ailleurs, je cite les similitudes des récits dans mon livre. Comme quoi, moi, ce que je connais des prisons ukrainiennes, qui m'a été raconté par ce maire, qui m'a raconté par écrit toute son expérience, recoupe point par moment ce que dit Gonzalo Lira. Ouais. Donc pour moi, le récit de Gonzalo Lira est très crédible. Et lui, il s'est retrouvé... Et malheureusement, vous voyez, il a failli développer une pneumonie, le maire en question, parce qu'à un moment, on l'a mis au cachot, non chauffé, très humide. Il est tombé malade. Heureusement, il a eu la vie sauve pour un concours de circonstances. Mais sinon, il aurait pu très bien crever de pneumonie dans le cachot. Ce qui arrive à Gonzalo Lira. Il est mort de pneumonie mal soignée. En plus, d'après un député ukrainien que je cite à la fin de mon livre, qui lui aussi est en prison, aujourd'hui, au jour où on parle, pourtant un député de Zelensky. Aujourd'hui, il est en prison et il décrit en fait les méthodes du SBU pour torturer les prisonniers et lui dit qu'en fait, il tape dans les côtes, par exemple, et que du coup, ça pouvait avoir des côtes cassées. Ensuite, ça perce les poumons et à partir du poumon percé, vous développez une pneumonie. Et après, on dit que vous êtes mort d'une pneumonie. Et lui, il pense que Gonzalo Lira est mort de ça. Voilà. Et après, on dit que vous êtes mort d'une pneumonie, de mort naturelle. Mais Gonzalo Lira avait témoigné auparavant qu'il était battu en cellule par des prisonniers qui étaient payés par les matons. Voyez. Surtout, il a été protégé par personne, lui, quand il s'est protégé par personne, notamment pas par son gouvernement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà là, comment ça se passe. Bon, d'accord. Donc, voilà, écoutez, c'est éclairant, c'est très éclairant. On pourrait poursuivre longtemps, mais effectivement... parce qu'il y a un autre journaliste de Mariupol qui a été arrêté aussi en 2014, qu'on n'a jamais retrouvé. Et on sait qu'il a été arrêté par le SBU. Et le SBU ensuite a prétendu ne pas savoir où il était, et bon, tout le monde pense qu'il est mort en détention. Voilà. Et son cas est documenté sur Wikipédia, par Amnesty International, etc. Mais aujourd'hui, plus personne n'en parle de ces choses-là. Et bon, moi j'en parle dans mon livre, parce que, voilà, il faut rappeler quand même qu'il y a des journalistes qui sont morts en Ukraine, dans les mains du SBU, et personne n'en parle. Parce que l'Ukraine, c'est le rempart de la démocratie. Voilà. Bien sûr. Alors justement, c'est une bonne transition avec ma question suivante qui porte sur le nationalisme ukrainien. Alors, vous revenez abondamment dans le livre et donc on n'a pas le temps et il faut lire le livre tout simplement sur les origines du nationalisme ukrainien. Mais ce qui serait intéressant peut-être là, au point où nous en sommes, là en septembre 2025, c'est de faire un peu justement le point sur ce qu'il en est aujourd'hui, quel est son poids, quel est son impact, parce que c'est un sujet qui n'est jamais vraiment abordé, j'allais dire, directement. Oui, il y a une influence, oui, il y a encore des gens, oui, enfin si peu, bon, mais quand même, où on en est aujourd'hui, à la fois de l'ultranationalisme, parce qu'on parle de l'ultranationalisme ukrainien, le nationalisme en tant que tel, bon, ça peut se comprendre en temps de guerre en tout cas, même si on est d'un mauvais côté, d'un bon côté, etc. Mais là, comment le caractériser aujourd'hui, son ampleur, son impact, sa présence aussi au sein du gouvernement ukrainien, en tout cas des rouages qui entourent Vladimir Zelensky et qui d'une certaine façon le contrôlent aussi, c'est pas forcément... Enfin, ouais. C'est un contrôle réciproque et à mon avis, l'entourage le contrôle plus qu'il ne contrôle son entourage. Donc, enfin, c'est mon idée, mais voilà. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment aujourd'hui, parce que ça, c'est important pour la suite. Ouais. Alors, déjà, les nationalistes ukrainiens, en fait, ont eu un rôle essentiel dès le début, dès 2014. Ils ont été très influents, très présents dès le début. Et ce sont des gens qui n'hésitent pas à utiliser la violence. Bien sûr. Y compris contre des élus, et de se filmer en plus, de se mettre en scène en train d'aller intimider des élus dans leur bureau. J'ai vu des vidéos comme ça dès 2014, prétendant incarner le peuple et le bien.
jusqu'à frapper les élus devant la caméra en disant voilà, tu dois signer ça, tu dois signer ça. Mais ça aussi, c'est une manière d'intimider, enfin de Exactement. faire passer des messages. Et si vous voulez, quand ils traitent quelques personnes de cette façon, ça envoie encore une fois un message à tous les autres. Donc il suffit de faire quelques exemples pour intimider tout le monde. Eh oui. Et ces gens-là n'ont cessé en fait d'augmenter leur influence au sein de l'appareil d'État ukrainien. On voyait ça au niveau des militaires. Par exemple, au début, on voyait pas trop de drapeaux. On appelait ça des drapeaux Pravi Sector. En fait, c'est des drapeaux de l'UPA, rouge et noir. Mais plus ça allait, plus on en voyait sur le front. Enfin, sur la ligne de contact. Ça voulait dire que l'idéologie nationaliste imprégnait de plus en plus les unités des forces armées ukrainiennes. Alors, soit la garde nationale, soit l'armée elle-même. On voyait cette montée en puissance à l'œil nu, si je puis dire, rien qu'avec les drapeaux. Et de ce que j'ai pu lire ensuite, en fait, tous les gens qui ont commencé leur carrière dans les bataillons de volontaires ont ensuite rejoint la garde nationale et pour certains l'armée, et ensuite on gravit les échelons. Ouais. Donc on retrouve les mêmes gens dans l'armée. Oui, c'est ça, il y a un noyautage en fait, des forces armées. Et aussi dans la police. Par l'ultranationalisme. Les plus nationalistes ont aussi, la plupart des chefs de la police dans le Donbass ont été remplacés, si ce n'est tous ont été remplacés par des gens qui venaient en général de l'Ouest, parce qu'on ne pouvait pas faire confiance dans les gens du Donbass. Donc ça, je l'ai vécu par exemple à Mariupol, j'en parle dans le livre, c'est un exemple concret. Et voilà, donc tous les organes d'État, de sécurité d'État ont été noyautés petit à petit par les nationalistes. Les services aussi évidemment le SBU. Et le GOUR même, probablement. Le GOUR, on sait que Boudanov en fait, a été formé par la CIA et c'est le chef du GOUR aujourd'hui. Le GOUR étant le renseignement militaire. Le renseignement militaire ukrainien. Notre DRM à nous. Voilà, donc voilà. Moutandis. Et le chef formé par la CIA. Ouais. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est complètement dans la main des Américains. Maintenant, on sait que la CIA était très présente aussi au moins dès le mois d'avril, puisque à l'époque c'était Brennan, le directeur de la CIA, qui a visité l'Ukraine dès avril, je crois que c'est le 7 avril. Et dans la foulée, l'Ukraine déclare l'opération antiterroriste contre le Donbass. Voilà. Et donc, pour revenir aux nationalistes ukrainiens, alors il y a des gens qui vont donner des contre-arguments en disant oui, mais les partis nationalistes, aux dernières élections depuis 2019, ont fait des scores très faibles. Certes, alors ils n'avaient pas fait des scores faibles en 2014 par contre. Ils ont eu d'ailleurs beaucoup de députés élus, il y avait notamment beaucoup de chefs de guerre qui ont été élus en 2014 dans la foulée des événements du soulèvement du Donbass en fait. Mais ensuite, il y a eu une lassitude de la part des Ukrainiens de manière générale en 2019, et donc on a écarté du Parlement ces partis nationalistes, et à ce moment-là, les gens ont voté massivement pour Zelensky, et ensuite pour son parti, pour donner une nouvelle majorité. Sauf que moi j'étais observateur dans les élections en 2020, mais c'était les élections locales à ce moment-là, et j'étais dans l'ouest du pays. Et à ce moment-là, vous vous rendiez compte en fait, que tous les partis qui étaient encore en lice à cette époque-là, en fait, étaient d'accord sur tout en ce qui concerne l'adhésion à l'OTAN, l'adhésion à l'Union européenne. Il n'y avait aucune différence. Et quand on grattait un peu, tout le monde était nationaliste. Parce que c'était le seul discours qu'on pouvait tenir. Si vous teniez un discours par exemple, si vous étiez favorable aux accords de Minsk, si vous étiez favorable à une détente, à des discussions de paix avec la Russie, vous étiez un traître. Donc, dans l'oblast de Lviv, où j'ai travaillé, personne n'avait ce discours. Personne. D'ailleurs, le bloc d'opposition... À Lviv, dans l'oblast. Oui, mais là, c'est pire que tout. Là. Oui, là, c'est le fief du nationalisme. Oui, bien sûr, c'est le fief du nationalisme. Mais après, il n'y avait même pas un petit parti qui tenait un contre-discours. Il y avait un alignement complet de tout le monde sur la même ligne. Et donc, quand vous avez ensuite des partis mainstream, à l'époque le bloc Poroshenko par exemple, qui était le principal parti d'opposition à Zelensky, malgré tout, Yulia Tymoshenko pareil, en fait ces partis-là, quand on regardait un peu leur discours, en fait s'alignaient sur un agenda nationaliste. Et donc les électeurs qui pouvaient être favorables aux nationalistes, malgré tout se méfiaient de ces groupuscules nationalistes genre Pravi Sector et Svoboda, et donc préféraient voter pour des partis plus mainstream, mais qui, dans le fond, avaient adopté la même philosophie.
les mêmes discours, c'est-à-dire pas de compromis avec les Russes. 50 nuances de gris, quoi. Voilà. Et encore une fois, le seul qui avait un discours de sortir de ce schéma-là, c'était serviteur du peuple, parti Zelensky. Sauf que, une fois que Zelensky a été élu, alors ça a été dit par d'autres personnes, notamment Mike Pence, il y a eu ce fameux mémo qui a été publié par Ukraine Crisis Center, je crois que c'est comme ça que s'appelait l'ONG, et je me souviens très bien avoir lu ce papier à l'époque, parce que tous les matins, je commençais ma journée en lisant une synthèse de presse, et je me souviens très bien avoir lu ce truc. C'était un document qui donnait des lignes rouges à Zelensky. Il disait, attention, il ne faut pas toucher à telle loi, il ne faut pas toucher à telle loi, il ne faut pas toucher à telle loi. Et il ne faut avoir aucune discussion avec les Russes ou les séparatistes sans les partenaires occidentaux. Oui, c'est la voyez, prise de contrôle clair et net. Prise de contrôle. Et soi-disant, c'était des ONG ukrainiennes qui rédigeaient ça. Mais pourquoi des ONG ukrainiennes auraient autant insisté sur le fait qu'il ne fallait jamais se séparer des partenaires occidentaux dans les réunions avec qui que ce soit. Oui. Et en fait, ce que je n'avais pas creusé à l'époque, mais que Mike Pence m'a appris, c'est que ce consortium d'ONG, en fait, était complètement financé par l'État profond. Oui. Vous retrouvez là-dedans l'OTAN, nommément, si vous allez sur le site, vous avez la liste des donateurs, et vous retrouvez l'OTAN. Les ONG font partie du maillage. Le State Department, USAID, enfin bon, the usual suspects, comme on dit. Et là, vous comprenez, ok, c'est un truc qui est complètement noyauté par l'État profond américain. Et Mike Pence dit qu'en fait, toute la liste des lignes rouges, comme il dit, qui étaient données à Zelensky, correspondait aux objectifs politiques des Américains. Ce que je peux confirmer pour l'avoir relu après avoir vu l'interview de Mike Pence, j'ai relu la liste en question, et c'est évident, tout ça, ça correspond point par point aux objectifs de la politique américaine à l'époque, en 2019. Politique de l'État profond, parce que ce genre de subtilité, je pense, dépassait Trump, qui à l'époque, de toute façon, n'avait pas vraiment les rênes. Non, ça, il ne les avait pas et du il tout, était cerné par des gens de l'État profond qui essayaient de le mouiller dans le Russiagate. Hein, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que Zelensky était cerné dès le début. Zelensky, il a même, de mon point de vue, été mis littéralement en place. Donc, oui, alors, moi j'ai encore un doute quant à savoir s'il était sincère à un moment donné ou pas. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Parce qu'en tout cas, il est évident qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, il y a ce mémo qui est clairement un avertissement de l'État profond américain contre lui. Il y a en même temps, en parallèle, des avertissements, c'était Dmitry Yarosh, le fondateur de Private Sector, qui fait une interview dans laquelle il dit si jamais Zelensky applique les accords de Minsk, il finira pendu sur le boulevard, carrément pas possible, au milieu de Kiev. Voilà, donc il y a des avertissements explicites contre Zelensky. Il risque sa vie. Donc, s'il était à ce moment-là sincère dans sa volonté d'appliquer les accords de Minsk, il y avait de sérieux obstacles. Il faut quand même l'avouer. Après, est-ce qu'il jouait la comédie ? C'est aussi possible. Il a des dents. Comédien. Il a des dents. Il a des dents. C'est un comédien professionnel. Il a des dents. Et puis, moi, je me souviens aussi quand même de cette interview qu'on a abondamment vue et qu'on peut encore retrouver d'Alexei Arestovitch, qui avait quand même expliqué que le deal, l'accord était évident. C'est-à-dire, si l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN, elle devait faire la guerre, elle devait se prêter à la guerre et en souffrir massivement, parce que c'est au prix de ce sacrifice qu'elle rentrerait dans l'OTAN. Exactement. Et qu'en fait, on lui avait mis le marché entre les mains. Oui, tout à fait. C'est l'interview que vous citez est capitale. Voilà. Et ça, c'est 2019. Voilà. Février 2019. Et donc, Arestovitch, qui devient ensuite conseiller spécial de la présidence, chargé de la communication stratégique, enfin bref. Il y avait un poste clé dans le système. Et lui, il explique, il donne même presque la date du début de l'opération militaire. Il dit que la guerre commencera entre 2020 et 2022. Et il dit, pour qu'on intègre l'OTAN, il nous faut une grande guerre avec la Russie. Voilà. Et à l'époque, il dit, nous, notre objectif, c'est d'intégrer l'OTAN, et pour ça, il faut qu'on fasse la guerre avec la Russie, et qu'on la gagne, et après, on pourra rentrer dans l'OTAN. C'est pour les gens qui veulent voir ça, c'est sur YouTube. Oui, c'est sur YouTube. En effet, donc il dit ça à ce moment-là. Il ne fait pas encore partie de l'équipe de Zelensky à ce moment-là, mais il la rejoint ensuite. Donc,
Voilà, il y avait des gens qui avaient de la suite dans les idées, on va dire. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Zelensky, Arestovitch dit après. Il a dit ensuite dans une interview qu'à l'époque, lui et d'autres s'étaient un peu illusionnés sur le fait que l'OTAN les aiderait à gagner une guerre et qu'après, il s'est rendu compte que, en fait, finalement, l'OTAN n'intégrerait pas l'Ukraine, que c'était un jeu de dupes. Et à ce moment-là, il recommandait finalement de se réconcilier avec la Russie. Ah là, récemment, là, Ouais, depuis récemment. un an et demi. Depuis un an et demi À peu près. Oui, oui, il a changé son fusil d'épaule, c'est clair. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il a fait des déclarations très Mais différentes. pour revenir au nationaliste ukrainien, il y a une déclaration très intéressante qui a été faite par un individu qui s'appelle Sternenko, que je ne connaissais pas honnêtement, mais qui se présente lui-même comme un nationaliste ukrainien, un spécialiste de drone, qui serait soi-disant une cible de la Russie. Et cet individu a déclaré en interview que si jamais Zelensky fait des concessions territoriales à la Russie, il sera tué. Il va mourir, oui. Voilà, et il est clair et net dans l'interview. Donc il y a des gens aujourd'hui en Ukraine qui se permettent ce discours, des menaces ouvertes contre le président. Vous voyez et eux, on ne les menace pas par contre. Ah ben non. Donc voilà, c'est la situation actuelle. Oui, bon, et ben voilà, donc là encore un éclairage à mon avis direct et précieux. Alors il y a un autre point qui est aussi un point sur lequel il y a énormément de désinformation ou d'incompréhension, d'incapacité à raisonner logiquement, ne serait-ce que logiquement. C'est la question des victimes civiles, de part et d'autre. Bon. Dans nos médias... quand on rapporte, par exemple, les frappes russes actuelles par grande campagne, grande série, si vous voulez, avec des centaines de drones, de missiles sur toute l'Ukraine, on explique en gros que la Russie veut et fait des victimes civiles et que ça fait partie de sa stratégie et de sa tactique aussi d'ailleurs, pour taper l'Ukraine, le peuple ukrainien, le punir, enfin bref. En revanche, on parle très peu lorsque les forces ukrainiennes tapent non seulement le Donbass, mais même Belgorod, mais même Koursk, quand elles sont entrées dans la zone de Koursk. Là, on n'a pas du tout l'impression, en fait, qu'il y a des morts civiles russes. Bon, soit collatéraux, soit centraux, mais en tout cas, bon. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'en bonne logique, au-delà même des déclarations des responsables russes, qui sont très claires sur ce point depuis le début de l'opération militaire spéciale, mais il est évident, pour des raisons historiques, culturelles, politiques pures, d'intérêt politique pur des autorités russes et du président russe, qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller tuer intentionnellement des civils ukrainiens. Pourquoi ? Parce que comme les peuples sont complètement proches et que chacun a des parents en Ukraine, enfin bon, il y a quand même une grande mixion, pas ethnique, mais entre les populations, ce serait totalement desservir sa propre politique, abîmer sa popularité, abîmer le soutien populaire à l'opération militaire spéciale si les Russes commençaient à se dire, mais attention, il y a des Ukrainiens qui sont tués intentionnellement, massivement par la Russie. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez cela ? Parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux, effectivement, dans les opérations militaires, mais il y a collatéral et central. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est l'effet d'un certain nombre de frappes, d'erreurs, etc. C'est quand même très différent. Et pour moi, ce serait très... Et alors après, il y a des chiffres. Parce que moi, j'avais vu un chiffre, mais il y a déjà longtemps, il y a déjà au moins un an et demi, et c'est vrai que je n'ai pas re-regardé récemment, sur les victimes civiles depuis le début de la guerre, enfin depuis février 22. Selon l'ONU, c'est un rapport de l'ONU qui faisait état... Donc c'était il y a un an et demi, mettons, ou 2 ans peut-être déjà, de moins de 10 000 morts.
Oui, je m'en souviens bien. Alors, je ne sais plus où on en est aujourd'hui, j'ai perdu le fil. Bon, voilà. Quelle est votre idée là-dessus? Alors, c'est une question assez vaste. Oui, c'est une question vaste, mais importante. Déjà, en effet, pour souligner qu'on a affaire à deux peuples qui sont très mêlés, récemment, j'ai entendu une statistique qui dit que 67% des Ukrainiens ont de la famille en Russie. Oui, 67%. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Donc c'est énorme. Et bon, de mon expérience, ça ne me surprend pas. Ensuite, bon, depuis le début, en fait, Vladimir Poutine, même avant l'opération militaire spéciale, a toujours dit que pour lui, les Ukrainiens et les Russes étaient des peuples frères. Pour lui-même, c'est le même peuple. Et que, en fait, quand on relit son discours, ce que j'ai fait, le discours du 24 février où il annonce l'opération militaire spéciale, en fait, il y a tout un paragraphe dans le discours où il adresse une main tendue aux Ukrainiens pour régler au plus vite le différend qu'il y a entre eux, de la meilleure manière qui soit, et sans l'influence de pays extérieurs. Alors, suivez mon regard, l'OTAN. Donc il appelait les Ukrainiens à une discussion directe avec la Russie sans l'OTAN, ou sans les Européens, ou les Américains évidemment. Voilà, c'est très explicite dans son discours. Et ensuite, je me souviens très bien dans les premiers temps de l'opération militaire spéciale, en fait, l'armée russe faisait beaucoup d'efforts pour faire le moins de victimes civiles possible. Oui, moi aussi. Je me souviens bien de cette période. Bon, ça a commencé à changer avec Mariupol, la bataille de Mariupol, qui, bon, là, ils n'ont pas pu éviter. Et là, on est passé dans une autre phase. Mais, donc, du point de vue russe, quand vous considérez que vous envahissez d'une certaine manière un pays, mais qui est un peuple frère, votre but, ce n'est pas de génocider un peuple frère, qui sont pour beaucoup des cousins de citoyens russes. Vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme si vous ça n'a même pas de sens au plan cynique à mon avis. Oui, c'est comme si vous vouliez faire un génocide de vos cousins. Ça n'a pas de sens. Et donc, bon, évidemment, j'ai jamais cru à ce narratif que je trouve totalement ridicule. Après, quand on regarde la période de la guerre de Donbass, 2014-2022, donc que je connais bien, à l'OSCE, à partir de 2016, on a décidé, enfin pas moi en l'occurrence, mais des gens au-dessus de moi, décidé de faire un recensement systématique, une vérification systématique de toutes les victimes civiles du conflit. J'ai contribué à ça, à mon niveau, et ça a abouti à un rapport publié en septembre 2017 sur toutes les victimes civiles du conflit sur l'année 2016. Et en page 7 de ce rapport, il était écrit que 63% des victimes se trouvaient du côté séparatiste. Autrement dit, causées par les forces ukrainiennes. 2 tiers, 1 tiers. Sur 15 000 victimes à peu près en fait, à ce moment-là, c'était un nombre plus réduit parce qu'on n'avait pas comptabilisé les victimes 2014-2015. Ah, d'accord. Ah, oui, il y en a eu. Ça était remonté trop loin dans le temps. D'accord. Donc c'était juste sur l'année 2016. D'accord. Sauf que, bon, ce rapport qui, à ma connaissance, n'a été publié qu'auprès des délégations de l'OSCE à Vienne, je rappelle que l'OSCE, c'est 57 États membres, en gros l'hémisphère nord, et la délégation ukrainienne a fait un scandale en disant que ces statistiques ne pouvaient pas être vraies, qu'on avait forcément été manipulé par des observateurs russes et blablabla. Bon, pour moi, avoir été impliqué dans le processus de l'intérieur, je peux vous dire que c'était très rigoureux, le processus, qu'il fallait 3 sources à chaque fois pour corroborer chaque victime, et que c'était pas simple, et qu'on a même écarté des victimes qui n'étaient pas corroborées par les 3 sources, des victimes du côté séparatiste. Et donc, bref, le chef de mission de l'époque a dit qu'il avait très peur d'être viré, et donc il a dit, bon, puisque c'est comme ça, on ne publiera plus de statistiques sur les victimes civiles du conflit par zone de contrôle. Ah oui. Ouais, ça, il a été décidé et il me l'a confirmé ensuite en tête à tête. Donc là, il n'y en a pas là, dans le conflit actuel. Il n'y en a plus après. Il n'y a plus rien. L'OSCE a décidé on ne publiera que des statistiques générales. Donc le décompte de l'ONU est général, par exemple. Alors l'ONU, c'est autre chose. Oui, mais l'ONU sur le conflit actuel, puisque moi c'est ce chiffre-là que j'ai en tête, qui était de 8 000 ou 7 000. Alors si vous voulez, je vais venir aux statistiques de l'ONU. Et là, je vous détaille déjà les statistiques de l'OSCE. Ensuite, moi, j'étais positionné en Donbass, à la fois dans l'oblast de Donetsk et ensuite Lugansk, et j'ai eu accès, de par mes fonctions, à tous les chiffres
des victimes civiles du Donbass. J'avais la liste nominative, hein, c'était des tableaux Excel, avec les adresses des gens, tous les renseignements. Quelles sources confirmaient les faits, c'était extrêmement complet comme base de données. Et sur la base de ces bases de données, auxquelles seule une poignée de personnes, j'ai bien une poignée, c'est pas plus de 5 personnes, on avait accès. Et j'ai fait des statistiques, je me suis dit c'est énorme comme truc. J'ai fait des statistiques moi-même que j'ai présentées ensuite à la hiérarchie en disant voilà, en fait, si on regarde sur 2016-2018, 3 ans, pas seulement un an, mais 3 ans, et sur tout le Donbass, on a une tendance qui est encore plus forte que ce qu'on avait publié sur l'année 2016. Et j'avais démontré qu'on avait 72% de victimes sur cette période et sur tout le Donbass, si on prenait en compte uniquement les victimes de bombardement qui étaient du côté séparatiste. Donc c'était une statistique encore plus forte que celle qu'on avait publiée avant. Et ça, j'ai essayé de publier ça à un maximum de gens, sauf que c'est jamais sorti de l'OSCE. Oui, parce que ça démonte complètement le narratif sur le thème. Voilà, c'est les Russes séparatistes qui, en fait, voulaient faire la guerre au gouvernement de Kiev, qui n'auraient fait que se défendre, qui n'auraient... Voilà. Donc là, on était complètement à contrario du narratif qu'il y avait à l'époque dans les médias en Ukraine, etc. Je me souviens très bien de citation de Poroshenko qui disait, à l'époque c'était 10 000 morts, il disait 10 000 morts dans le Donbass, uniquement de la faute de la Russie. Voilà, c'est bon. Alors que quand on regarde les chiffres, la majorité sont causées par les Ukrainiens. Bref, et ensuite, on peut parler des chiffres de l'ONU. Et on vient pour venir à ce conflit. Oui. Alors, à l'époque, on travaillait en collaboration avec une équipe de fédération de l'ONU. C'était une équipe du Haut Commissariat aux droits de l'homme, en fait. C'était mission de monitoring des droits de l'homme. C'était ça, c'était le nom de leur mission. Et ils faisaient un peu le même travail que nous, avec moins de moyens. Et avec un petit peu moins de rigueur. Mais en tout cas, in fine, on arrivait à avoir des chiffres très proches. J'ai pu récupérer les chiffres qu'ils avaient ensuite sur le conflit, et c'était très proche de ce que nous, on publiait finalement. Nous, on publiait légèrement moins parce qu'il y a des chiffres qu'on excluait, faute d'avoir 3 sources. Oui, d'avoir les 3 sources. L'ONU n'avait pas des critères aussi rigoureux que nous. Bref, mais en tout cas, on constate toujours des tendances similaires avec l'ONU. Ensuite vient le temps de l'opération spéciale militaire russe. Alors j'évite de dire invasion, même si ça ressemble à une invasion, parce que des fois les gens me le reprochent, ils me disent c'est prendre parti. Et du temps de l'OSCE, on était très attentionné à utiliser des termes neutres. Donc quand je dis opération militaire spéciale, je veux pas. C'est le nom que la Russie lui a donné. C'est le nom officiel que la Russie lui a donné. Après, c'est quand même la Russie qui rentre en Ukraine. C'est la Russie qui rentre en Ukraine et je veux dire vis-à-vis du droit international, on peut dire que c'est une invasion. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, revenons à ces chiffres des victimes civiles. Donc j'ai lu quelques rapports du HCDH, donc le Haut Commissariat aux droits de l'homme. En fait, ils font des mises à jour régulières. Alors, ils font un travail d'enquête, évidemment, de recueil de témoignages, et ils font ça partout où ils peuvent. Sauf que, d'après mes informations, en tout cas, en 2022, ils avaient plus de difficultés à travailler côté tenu par les Russes, pour diverses raisons, parce qu'ils ont moins de personnel, parce qu'il y a plus de méfiance. Et donc, je sais par expérience que si vous n'avez pas accès à certaines sources, du coup, les infos n'existent pas. Voilà. Donc, je pense qu'il peut aussi y avoir, dans les chiffres qu'ils publient, je pense que ce n'est pas exhaustif. D'accord. Il y a probablement des omissions, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux sources. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans certains rapports, qu'il y a des villes qui ont subi des combats violents, comme Mariupol par exemple, et que personne ne sait le nombre exact de victimes à Mariupol. Il peut y avoir des victimes ensevelties sur les décombres pendant des années et qu'on trouve que... Il y a d'autres endroits du monde... Bien tard, qu'on trouve bien plus tard. Et puis ensuite, c'est compliqué de vérifier unité par unité. Mais en tout cas, si on se base sur leurs chiffres, en effet, ils avaient annoncé le chiffre de moins de 10 000 morts. Oui, je m'en souviens, à peu près à la fin 2022 ou 2023, on était annoncé de la moins de 10 000 morts. Alors honnêtement, depuis, je n'ai pas consulté le chiffre global des victimes civiles, mais je n'ai pas l'impression qu'il augmente de beaucoup. Non, moi non plus. Parce que la ligne de front s'est un peu stabilisée. Les batailles qui ont fait beaucoup de morts, c'est dans les grandes villes comme, où il y avait beaucoup d'habitants, donc forcément ça fait des dégâts.
Là, depuis que la ligne de front se stabilise, les actions qui commettent des morts, c'est éventuellement les frappes sur la profondeur, et de temps en temps, il y a des morts, en effet. Alors après, est-ce que c'est une politique russe de bombarder les zones civiles dans le but unique de faire des victimes civiles, ce qu'on entend en longueur de journée sur LCI? J'y crois pas du tout. Non, moi, je vais vous donner un exemple concret. Mm. Je crois que c'est en juillet 2022, il y a un missile, même plusieurs, au moins 2, qui se sont abattus sur la ville de Vitnitsa, qui est en gros au centre de l'Ukraine. Évidemment, tous les médias occidentaux ukrainiens, on a dit oh, c'est horrible, en plein jour, la Russie bombarde un centre-ville où les femmes et les enfants se promènent, ils font ça juste pour terroriser la population, quels affreux barbares. Or, quand on regardait les chaînes Telegram pro-russes parallèlement, ils expliquaient que non, pas du tout. En fait, les forces russes cherchaient à bombarder un bâtiment spécifique qui malheureusement était dans le centre-ville, où il y avait une réunion de l'état-major ukrainien, une coordination de l'état-major ukrainien. Il y avait un récit contre un autre. Sauf qu'il se trouve que de par mes fonctions à travers l'Ukraine, j'ai quand même établi un peu un réseau. Et une des personnes de mon réseau, si on veut, était un officier haut placé dans la police ukrainienne. Et il m'a écrit écoute Benoît, j'ai eu dans mes mains la liste des victimes de ce bombardement. Il dit je peux te confirmer que toute la liste des victimes que j'ai, ce sont des militaires. Il m'a donné les grades, les noms, mais j'ai tout vu. Et alors j'ai plus le chiffre exact du nombre de morts, de blessés, en fonction des grades, mais il avait tous les détails. Et à l'époque, je travaillais en tant que journaliste pour François. Je me suis auto-censuré parce que je me suis dit, si je donne trop de détails, je l'expose. Parce qu'il était toujours dans la police ukrainienne. Bien sûr. Donc, je n'ai pas voulu donner les détails à l'époque. Du coup, je ne les ai pas forcément en tête aujourd'hui. Mais bon, voilà, pour moi, c'était la confirmation que ce que disaient en l'occurrence les réseaux sociaux, les comptes Telegram russes, étaient exacts. Il me dit, en effet, l'armée ukrainienne a organisé une coordination dans tel bâtiment, tel jour, avec telle personne. Et lui, il me dit ensuite, il conclut qu'il était en colère contre son propre gouvernement d'avoir organisé une réunion aussi importante en plein cœur d'un centre-ville, en plein jour. Oui, mais ils le font exprès aussi. Et voilà, et comme ça, si on bombarde, ça fait un scandale, ils se servent de la population comme bouclier humain. Bien sûr. Et il se rendait compte de ça. Il était scandalisé lui-même. Ça a été le cas aussi récemment par un maire qui a autorisé des familles, mais je ne sais plus à quel endroit. Je crois à Soumy. Il y a eu une affaire comme ça à Soumy. À assister à une remise de décoration pour des officiers qui étaient morts dans le cadre, je ne sais plus, de courses peut-être. Oui, mais ça va à Soumy, c'est juste à côté. Voilà, et les familles étaient là, et là les Russes ont tapé, et évidemment, il y a eu des morts civiles. Cas de figure similaire, parce que les Russes visaient une réunion. Une cérémonie de remise de médailles, je ne sais quoi. Insupportable. Et évidemment, il y a des civils à côté, et voilà. Et ça fait un scandale. Et après, les Ukrainiens peuvent dire c'est encore l'armée russe qui cherche à tuer les civils pour tuer des civils, parce que ce sont des barbares. Et LCI va reprendre son boucle, LCI et d'autres. Et voilà, et c'est comme ça qu'on entretient toujours les mêmes narratifs. Sinon, je me suis fait la réflexion tout récemment, parce que les Russes bombardent beaucoup l'Ukraine en ce moment, avec des drones, des missiles, et l'Ukraine n'a pas beaucoup de moyens pour se défendre. La DCA ukrainienne maintenant manque de moyens. Et donc il y a beaucoup plus de missiles et de drones qui atteignent leur cible ces jours-ci que ce que ça pouvait être le cas il y a un an ou deux. Et donc, je me souviens, on parlait de 600 à 800 drones et missiles qui s'étaient abattus sur l'Ukraine. Et on nous donne un bilan de 5 morts civils. Alors, si le but des Russes, c'est d'exterminer la population ukrainienne, de faire une opération de terreur, et qu'avec 800 missiles, ils font que 5 morts, c'est comme vous dites, ils sont très mauvais. Ils sont très très mauvais. Ils sont très très mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en l'occurrence, on peut se dire, à contrario, que si vous bombardez 800 cibles militaires et qu'il y a 5 victimes civiles, peut-être que c'est des victimes collatérales. Parce que je ne connais pas une seule guerre, une seule campagne de bombardement où vous n'avez pas des victimes collatérales. J'ai bien connu l'Afghanistan, je peux vous dire que j'ai travaillé sur place 2 ans, j'ai travaillé ministère de la Défense ensuite avec un suivi sur l'Afghanistan. Je connais plein de choses sur les bombardements de l'OTAN qu'on fait des victimes, sur les mariages, etc. Ça faisait des scandales à chaque fois. Les bombardements américains au Pakistan qui n'arrêtaient pas de commettre des victimes civiles en masse.
Mais ça faisait jamais scandale dans les médias. Ah ben non. Hein, dans nos médias, en tout cas. Au Pakistan, c'est autre chose. Alors que pourtant, souvent, enfin dans mon souvenir, en tout cas sur quelques occurrences, le ratio entre la cible, la target initiale de l'OTAN et l'énormité, enfin le nombre très important de victimes collatérales était terrible. Enfin, oui. C'était vraiment, pour avoir un type, on en tue 30 ou 50. Ouais, voire plus que ça. Voire plus que ça. Dans les mariages Donc, afghans, voilà. vous aviez en général au moins 150 personnes dans un mariage afghan. Donc vous tapez le bâtiment du mariage, vous allez faire... alors vous allez peut-être avoir le chef de guerre que vous visez, mais vous faites 100 morts à côté. Je me souviens de chiffres, ça se comptait en dizaines. Et de mémoire, enfin, les incidents de bombardement de mariage, de mémoire, il y en a au moins eu 5 où l'OTAN était impliquée. Et à chaque fois, on dit ah, dommage collatéraux. Et puis, tournez la page, on n'en parle plus. Et oui. Mais par contre, oui. la Russie fait 5 morts, ils essaient d'exterminer la population ukrainienne. Bon. Bien. Alors, sans transition, oui, voilà, on va terminer en quelques... Parce qu'on ne peut pas malheureusement faire une émission trop longue, même si je trouve passionnant tout ce que vous nous narrez. En quelques mots, là, si vous deviez donner votre sentiment sur l'avenir, comment ça peut évoluer à 6 mois ou à 1 an? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'espère me tromper, mais je ne suis pas très optimiste. Ouais. Parce que je connais un peu la mentalité des nationalistes ukrainiens et l'étendue de leur pouvoir. On voit encore, comme l'exemple que j'ai donné, de Sternenko, on voit que ce sont des gens qui sont complètement, ils sont incapables en fait, d'accepter le moindre compromis. Et ça, quand on regarde l'idéologie des bandéristes des années 30, en fait, oui, ça se comprend. En fait, leur idéologie ultranationaliste, maximaliste, ça vient de là. Oui, mais ceci dit, on ne fait pas la guerre avec des moufles. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on leur coupe les ressources, il n'y a plus de guerre. Voilà, alors... Après, on peut se dire, en effet, l'idée, ce serait, si eux ont envie de continuer la guerre, si on leur coupe les ressources, ils ne seront plus en mesure de continuer la guerre. Sauf que, comme on le voit bien, d'un côté, il y a Trump qui essaye de négocier, et de l'autre, il y a les Européens qui, visiblement, essaient de tout faire pour faire capoter un possible accord de paix. Donc ça, c'est inquiétant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cet unanimisme qu'on voit en Europe dans toutes les chancelleries, dans tous les gouvernements, pour en fait continuer la guerre, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, comme on le disait au début. Alors après, on se demande quels moyens. On n'arrête pas de faire des promesses de dons à l'Ukraine. On permet aux Ukrainiens de vendre tous leurs produits agricoles parce qu'il faut aider l'Ukraine, même si ça fait concurrence à nos agriculteurs, à nous, qui sont déjà bien dans la mouise avec les différents accords commerciaux internationaux. J'ai discuté avec un paysan récemment qui était assez désespéré d'ailleurs, mais bon, parenthèse fermée. Donc on est face à une élite, des élites en Europe qui visiblement ne veulent surtout pas qu'on arrête la guerre. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment on va l'arrêter à court terme. Qu'est-ce qui pourrait changer pour qu'il y ait une dynamique plus raisonnable au niveau européen en faveur d'un accord de paix qui obligerait les Ukrainiens à des concessions? Parce qu'aujourd'hui, que ça plaise ou non, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'Ukrainiens qui ne ça fasse pas plaisir de faire des concessions. On peut le comprendre. Ils ont perdu la guerre. Mais voilà, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. D'ailleurs, quand on regarde les sondages en Ukraine même, d'acceptation de concessions territoriales, on voit que ça a évolué avec le temps. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même... alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, le soutien des Ukrainiens à un compromis, y compris un compromis territorial, ça a augmenté avec le temps. Ouais. Et plus le temps va passer, plus on peut penser que ce pourcentage va augmenter, parce qu'à un moment donné, il y a un épuisement. Il y a un épuisement des ressources humaines, un épuisement des ressources psychiques, et des ressources financières et des ressources militaires. Il y a un moment donné où le réel va rattraper tout ce monde-là.
et on va arrêter de vivre dans une bulle d'illusions. Question de savoir quand et combien il va falloir de morts en plus avant qu'on atteigne ce seuil. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Vous ne croyez pas à l'entrée en lice sur le territoire ukrainien de forces britanniques ou françaises, oui. Alors, c'est pas que j'y crois pas, mais ils n'arrêtent pas d'en parler. Oui, oui, non, mais justement, en fait, la grande question, c'est jusqu'à quel point les Américains soutiennent finalement ce que font les Européens. Parce qu'on peut dire que les Européens résistent, etc., mais en même temps, ça fait le jeu des États-Unis, au moins au plan financier. Au plan d'ailleurs, d'une certaine façon de se débarrasser du bébé qui n'est pas en bonne forme ukrainien. Hein. Et donc, parfois, moi, je me demande jusqu'à quel point est-ce que tout ça, c'est pas la même partition avec... c'est possible. Avec plusieurs instruments, vous voyez. En fait, pour être franc, on a un peu du mal parfois à lire la politique américaine sous Trump. C'est un euphémisme. Donc, c'est un euphémisme. Voilà, parce qu'il est spécialiste des déclarations contradictoires d'un jour à l'autre. Et donc, voilà, c'est vraiment difficile à suivre, quoi. Maintenant, de mon expérience, de toute façon, du pouvoir américain, que bon, ça fait pas depuis hier que je m'intéresse à ça. Ça fait quelques décennies maintenant. Et bon, traditionnellement, on dit qu'aux États-Unis, enfin, il y a toujours plusieurs pôles de pouvoir. Quand on parle de la CIA, on parle toujours d'un État dans l'État qui poursuit sa propre politique par des voies secrètes, discrètes, donc qui ne se voient pas forcément, et qui parfois visent à mettre devant le fait accompli l'exécutif. C'est vrai. Vous voyez ? Après, vous avez aussi le Sénat, qui lui est très contrôlé par les lobbies. Je pense que la corruption, il y a des témoignages là-dessus. Oui, bien sûr. Corruption au sein du Congrès américain, je crains qu'elle soit assez élevée. Et donc, du coup, la politique américaine est otage du lobby militaro-industriel, en fait. Eisenhower nous avait déjà prévenu là-dessus en 61. Malheureusement, quand on voit l'évolution de la politique étrangère américaine depuis, guerre du Vietnam, ensuite les multiples interventions en Amérique centrale, Moyen-Orient, etc., Balkans, on se dit que les États-Unis, depuis, c'est un pays qui est plus ou moins perpétuellement en guerre. Et on se dit que en fait, le complexe militaro-industriel qui est surpuissant là-bas a besoin de guerre perpétuelle pour continuer à s'enrichir de manière éternelle. Voilà, c'est une poule aux odeurs pour eux. Et encore une fois, c'est le risque contre lequel Eisenhower, président, avait prévenu le peuple américain. Et il y a beaucoup d'indices qui nous indiquent qu'on est dans ce piège-là, on est tombé dans ce piège-là, on y est toujours, et peut-être encore plus qu'avant. Parce que maintenant, on est dans un complexe militaro-industriel auquel on peut ajouter médiatico, voire complexe aussi pharmaceutique, enfin, on peut rajouter tellement de trucs. Et on est face à une nébuleuse qui est contrôlée en plus par des grands intérêts financiers comme BlackRock, en plus après par des ONG comme la Galaxie Soros. Enfin, tout ce monde-là tire dans le même sens et est extrêmement puissant. Et cette nébuleuse contrôle la politique occidentale. Oui, tout à fait. Pour un but dont parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? Et en tout cas, si on regarde ce qui se passe au quotidien, on a l'impression que ce n'est pas dans l'intérêt des peuples. Ah non, mais ça, non. C'est même pas secondaire, c'est complètement accessoire. Oui, et donc c'est dans l'intérêt, a priori, de très grandes multinationales pour qui les gens comme vous et moi, ou les pauvres Ukrainiens sur le terrain, ce sont des petits pions qui sont là juste pour les aider à s'enrichir et puis à augmenter leur pouvoir. Bon, mais écoutez... J'aimerais être plus optimiste, mais bon... C'est une conclusion qui se suffit à elle-même, que je ne suis pas loin de partager complètement. Bon, nous allons devoir nous arrêter. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cet exercice et d'avoir partagé sur des points dont on parle peu, finalement, voire jamais. Votre expérience avec nous, avec les auditeurs de Pays Guerre. Je suis certaine que vous allez revenir, mais je ne sais pas quand, peut-être pour le deuxième bébé. Et puis d'ici là, écoutez, chers amis, j'espère que cette émission vous aura intéressé. C'est le premier entretien de cet automne-là.
D'autres vont suivre. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager cette émission, de faire connaître la chaîne, évidemment de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vais finir par être très mécontente. Nous subissons, je m'en rends compte de diverses façons, quand même une forme, il faut le dire, de shadow banning, pour employer un mot français, c'est-à-dire en fait de réduction par divers biais de la visibilité des émissions, même pour les abonnés, puisque j'ai quand même beaucoup d'abonnés qui m'expliquent qu'ils ne reçoivent pas les notifications alors qu'ils sont tout à fait dûment abonnés, ils ont tout bien fait. Donc il y a un problème, donc ça veut dire qu'il faut être encore beaucoup plus proactif d'une certaine façon, à la fois dans votre volonté de savoir ce qui se fait sur PGR et puis dans votre volonté de nous soutenir, pas seulement par des dons, mais naturellement c'est très utile, mais en faisant connaître la chaîne déjà et en parlant autour de vous. Et voilà. Et puis vous savez qu'il y a le cercle des abonnés pour ceux qui sont encore plus mordus, qui veulent en savoir encore plus, et avec des contenus différents, des contenus, des contenus sur des points plus précis. Et là, il suffit juste de s'abonner pour quand même des sommes qui restent assez modestes. Merci pour tout et à très vite. À bientôt.